allons développer le journal devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Et c'est pour démarrer sur ces rencontres diplomatiques de haut niveau. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce mercredi 10 décembre une délégation des Émirats Arabes Unis, où il était très récemment. Au cœur des discussions, il a beaucoup été question de partenariat stratégique et d'investissement. Une visite de travail et d'amitié qui fait suite à celle effectuée par Ousmane Sonko aux Émirats Arabes Unis. Sachez que cette délégation a également été reçue dans la soirée, en début de soirée, par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Autre coopération, celle entre le Sénégal et l'Allemagne, qui renforce une fois de plus leur partenariat stratégique. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience une délégation de la coopération allemande. Cette rencontre a débouché sur la signature d'un accord de coopération financière d'un montant de 13 millions d'euros, destiné notamment à soutenir les entreprises, start-up et projets innovants, celles portées par les femmes. Le Sénégal relance l'audit physique et biométrique de ses agents de l'État. Par cette action, le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, veut traquer cette fois-ci les agents fantômes ou fictifs qui plombent la masse salariale et nuisent à la méritocratie, comme on peut l'appeler ainsi, une opération sensible aux enjeux financiers et éthiques majeurs dont les résultats sont attendus dans 3 mois au maximum. C'est un compte rendu de Djibril Niane. Le Sénégal ressort une vieille bataille, mais cette fois, il assure vouloir aller jusqu'au bout. Le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, a officiellement lancé hier les travaux du comité de pilotage de l'audit physique et biométrique des agents de l'État. Une opération sensible, stratégique et surtout très attendue. Après plusieurs éditions précédentes sans résultat convaincant. À partir de janvier, tous les agents devront se présenter physiquement, doigts sur le capteur biométrique identifié, puis vérifié. L'objectif est clair, mettre fin au flou, maîtriser les effectifs réels et reprendre la main sur une masse salariale devenue, selon les mots du ministre, insoutenable, car les chiffres donnent le tournis. Au 31 décembre 2024, la fonction publique comptait 183 000 agents pour un coût annuel de 1420 milliards hors contractuels. Avec les personnels non titulaires, la masse salariale dépasserait 1500 milliards de francs CFA, une ligne budgétaire qui pèse lourd, très lourd sur les finances publiques. Et derrière ce volume, une réalité plus sombre. Les corps de contrôle en ont apporté l'épreuve. Des individus, parfois des dizaines, qui toucheront chaque mois leur salaire sans jamais mettre les pieds dans un bureau ni servir la République. De véritables agents fantômes, entretenus par des complicités internes, nourris par une culture de facilité et d'irresponsabilité. Une pratique honteuse, une trahison même. Dans un pays où des milliers de jeunes diplômés peinent à décrocher un premier emploi, où des fonctionnaires dévoués travaillent parfois dans des conditions difficiles et où chaque franc public devrait être utilisé pour le développement national, non pour entretenir des ombres. Le Sénégal dit donc vouloir tourner cette page. Pour mener l'opération, l'État a choisi un cabinet sénégalais spécialisé en collaboration avec la Caisse de dépôt et de consignation. Le comité de pilotage est en place et les résultats sont attendus dans 3 mois. Reste une question, cette fois, le pays ira-t-il jusqu'au bout? Le ministre Boucal promet une rupture, assure que les réseaux de complaisance seront démantelés et que la méritocratie reprendra ses droits. Une promesse scrutée de près, car si cet audit est réellement mené sans concession, il pourrait enfin mettre fin à une hémorragie silencieuse qui coûte cher, très cher aux contribuables sénégalais. Et puis sachez que le bureau de mise à niveau et CGA Digital ont signé hier matin une convention de partenariat pour lancer un nouveau programme d'accompagnement destiné à 22 petites et moyennes entreprises. Initiative portée par la directrice du bureau de mise à niveau qui vise à renforcer la compétitivité et la transformation digitale de ces PME. Fatou Dienaba, elle est directrice du BNE Sénégal au micro de Mamsorna Dramé. Aujourd'hui, donc, en fait, elle a pour objet la signature de conventions de partenariat entre le bureau de mise à niveau et 22 entreprises qui sont accompagnées par le bureau, mais également avec le partenaire, donc le CGA Digital. Ce sont des entreprises qui sont dans le secteur de la confection textile et qui sont dans le secteur de la construction métallique, également dans des secteurs comme l'agro-industrie. Et donc, ces 22 entreprises, nous les accompagnons dans le cadre de la réalisation de leurs projets d'investissement
des investissements qui vont leur permettre donc de gagner en compétitivité. C'est dans le cadre de la mise à niveau sectorielle. Alors nous nous sommes rendus compte donc parallèlement que ce sont des entreprises donc qui devaient être également renforcées sur le volet donc de l'organisation et principalement de l'organisation financière et comptable. Et c'est pour cela que nous avons donc également pris l'engagement donc de signer une convention avec le CGA Digital. Donc le CGA Digital qui a donc pour mission d'encadrer les entreprises, particulièrement les très petites entreprises, pour les accompagner dans leur formalisation. Donc le CGA Digital va donc avec nos 22 entreprises que nous accompagnons. Donc le CGA va les accompagner pour avoir donc une information financière et comptable fiable. Donc ça veut dire qu'il va les accompagner, donc récupérer tout ce qui est pièces comptables, les accompagner pour avoir donc à disposition des états financiers sur 2 ans. Alors donc par rapport à l'accompagnement, donc comme ce sont des entreprises de la mise à niveau sectorielle, donc qui concernent les entreprises de petite taille, donc qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de francs CFA. Donc c'est un accompagnement qui va durer entre 18 mois et 24 mois. Et nous parlons de l'Assemblée nationale avec le marathon budgétaire qui se poursuit. Hier, le ministre de l'Intérieur était devant les députés. Sachez que le projet du budget de son ministère a été fixé à 220 milliards de francs CFA en crédit de paiement. Les autorisations d'engagement pour le même exercice 2026 s'élevant à 222 milliards de francs CFA. Le budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est réparti en plusieurs programmes, dont le plus important concerne le volet sécuritaire, doté d'une enveloppe de 150,86 milliards. Mohamedou Bamba Cissé annonce la construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers d'ici l'année 2035. Le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, qui a également été interpellé à l'Assemblée nationale par le député Thierno Alassane Sall sur les affrontements récents à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et sur les blessés par balles réelles qui sont annoncés. Sa réponse est: il y a eu des blessés de part et d'autre, mais il n'y a pas eu de bavure policière. Devant les députés, le ministre de l'Intérieur assume son amitié avec le Premier ministre Ousmane Sonko, dont il a été avocat, et pour lui, cela n'entache en rien le fait qu'il soit le ministre de l'Intérieur, et ce pour tous les Sénégalais. En réponse à l'interpellation d'un autre député, Abdou Mbow, membre de la coalition Taku Wallu, Maître Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal, ses propos lors du vote du budget de son ministère. La situation étant comme elle est, les choses se sont calmées. Les étudiants, comme je l'ai dit, sont nos petits frères. Pour moi, et sont nos enfants pour d'autres. Moi, je demande au recteur de lever la présence universitaire aujourd'hui même. Parce que j'ai vu que c'est une condition pour la cessation de la revendication estudiantine. Pour moi, la paix étant revenue à l'intérieur de l'espace universitaire, je peux quand même demander au recteur de le faire, même s'il a des pouvoirs propres. Et d'ailleurs, dans notre nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, les choses ont changé. Parce que et j'étais au cœur du combat. Monsieur Sall, honorable député Thierno Alassane, avec tout le respect que je vous dois, vous avez parlé de blessures par balle. Honnêtement, je n'ai pas vu de blessures par balle. Et je vous dis qu'il n'y en a pas. En tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de blessure par balle. D'une part, je ne sais pas ceux qui vous ont informé, mais ils ne vous ont pas donné la bonne information. Je pense que c'est vos sources qui vous ont trompé. Pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, par contre, il y a eu des blessés au nombre de 29, et du côté également des étudiants. Ça, c'est vrai, il y a eu des blessés de part et d'autre. Mais il n'y a pas eu de bavure policière. Ce qui est une première dans notre doctrine, dans la doctrine du maintien de l'ordre. Parce que avant, il n'y avait pas que des bavures, hein. Il y avait pire que des bavures. Et l'autre aussi, nous fait. De sorte que vous avez été obligé de faire voter une loi d'amnistie, pas vous, mais mes amis Aïssata et Abdoumbo ont été obligés de recourir à une loi d'amnistie. Il n'y a pas eu de bavure. Et dans la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, et je rappelle que la réquisition n'implique pas l'usage d'armes à feu. J'ai moi-même convoqué mon état-major pour leur dire point d'armes à feu à l'université, même si on devrait exécuter les réquisitions du recteur. Parce que moi, je veux défendre les droits des étudiants, comme je veux défendre les droits des forces de défense et de sécurité, parce qu'ils sont tous frères. Et la preuve, c'est qu'il n'y a, au-delà des bavures, il n'y a pas d'arrestation. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il n'y a pas d'arrestation. Mais il y a de cela 3 ans, on vous aurait arrêté, terrorisme, instruction. Mais parce que vous faites que dembe fi la ñu fekk. Ñun kenn mënuñu nax parce que dembe fi la ñu fekk. Voilà le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamedou Bamba Cissé, qui était hier devant les députés de l'Assemblée nationale pour défendre le projet de budget
de son département. Parlons immigration irrégulière, un domaine qui est également du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère des Forces armées, entre autres. Une nouvelle opération de lutte contre l'immigration irrégulière s'est soldée ce mardi 9 décembre par l'interpellation de plus d'une centaine de candidats au large de Diakha Nord. C'est dans la commune de Palmarin, dans le département de Fatick. L'intervention menée par la brigade territoriale de Fimela, avec l'appui de l'escadron de surveillance et d'intervention de Fatick, a permis de neutraliser une tentative d'embarquement clandestin parti la veille depuis la Gambie. Selon des renseignements recueillis par les autorités, une pirogue transportant des migrants avait quitté la Gambie dans la soirée du lundi 8 décembre aux environs de 22 heures. Arrivée à près de 40 km au large des côtes sénégalaises, l'embarcation a été abandonnée par les organisateurs du voyage qui ont pris la fuite à bord d'une petite pirogue, laissant derrière eux plus d'une centaine de passagers livrés à eux-mêmes, selon notre confrère Dakar Actu. Le collectif des amicales de l'Université Charles de Diop de Dakar annonce, on le disait il y a un instant dans un communiqué, la suspension de son mot d'ordre de grève, une décision qui intervient après plusieurs jours de mobilisation portant sur le paiement des rappels des bourses estimés à 515 000 francs CFA par étudiant, notamment les étudiants en master. Selon le communiqué, le mode de paiement se fera en deux options qui ont été soumises afin de sortir de cette impasse. Et nous parlons syndicalisme avec le syndicat Andegesem Satsus qui maintient sa grève de 48 heures prévue à partir de ce jour et demain. Le syndicat souhaite l'application des accords signés avec l'État central, des revendications qui tournent essentiellement autour de l'intégration des techniciens supérieurs dans la hiérarchie A, l'indemnisation de logement, du relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, de la prise en charge et en compte de l'ancienneté et le renforcement de la protection sociale des agents de l'État, entre autres points. Le coordonnateur Balodia Thiam nous détaille tout ceci au micro de Sarah Béatrice John. La coalition syndicale Andegesem Satsus confirme le mot d'ordre de grève d'aujourd'hui 10 décembre et demain 11 décembre pour l'application des accords résiduels gouvernement Andegesem, gouvernement Satsus. Et les points concernent entre autres l'application du décret portant intégration des techniciens supérieurs dans l'hiérarchie A, à savoir administrateurs de soins, administrateurs de services, et aussi les corps d'ingénieurs, sans oublier aussi les questions liées à la carrière des assistants infirmiers, la carrière des aides sociaux, celle des techniciens d'hygiène et ceux des techniciens de maintenance hospitalière dans les corps, disons, d'ingénieurs. À cela, donc, s'ajoute l'indemnité de logement au travail des établissements publics de santé et ceux des collectivités territoriales émergeant dans le secteur de la santé, entre autres, aussi la retraite à 65 ans. Donc, cette grève de 48 heures est maintenue avec le respect des urgences et du service minimum, et l'évaluation de ce deuxième plan d'action aura lieu le 13 décembre pour voir la suite à donner si le gouvernement continue son mutisme et continue aussi à ignorer nos accords résiduels. Et nous parlons de l'actualité politico-judiciaire. Bougar Diouf, président de l'Union des panafricains du Sénégal, UPS, a été convoqué ce mercredi par la sûreté urbaine de Dakar. Après son entretien avec les policiers, il est ressorti libre. Le maire de Dakar, Abass Fall, qui avait porté plainte, a exprimé son indignation dans un post largement diffusé. Il dit « Bougar est libre après avoir gravement porté atteinte à notre honorabilité. Cette main derrière sa libération doit avoir honte. Ce n'est pas ce qu'on avait vendu aux Sénégalais, selon Abass Fall, dans un post sur sa page Facebook. » Et nous parlons toujours de justice avec la justice sénégalaise qui a accordé ce mercredi une liberté provisoire à Ibrahima Ba, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, ainsi qu'au chauffeur de la famille Ba, après le versement d'une caution, 550 millions de francs CFA, solidairement. Poursuivi dans une affaire de blanchiment de capitaux impliquant notamment Amadou Sall, le fils de l'ancien président Macky Sall, les deux hommes restent néanmoins sous le coup de l'enquête et sont toujours surveillés, nous dit Tchalaloum.
Ibrahima Ba, le fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, a recouvré la liberté ce mercredi, tout comme le chauffeur de la famille Cheikh Tidiane Seck. Selon plusieurs médias, cette remise en liberté intervient après le versement d'une caution solidaire estimée à 550 millions de francs CFA. Pour rappel, Ibrahima Ba était poursuivi pour blanchiment de capitaux et complicité avec Amadou Macky Sall, le fils de l'ancien président Macky Sall. Les deux hommes étaient cités dans une affaire de mouvements financiers jugés irréguliers dans un contexte où plusieurs dossiers visant des proches de l'ancien régime sont en cours d'instruction. À noter que l'artiste Wally Seck avait également cautionné dans ce même dossier une implication qui avait suscité de nombreuses réactions dans l'opinion. La liberté provisoire accordée ce mercredi ne met pas fin aux poursuites. Les intéressés restent à la disposition de la justice qui poursuit son travail d'enquête pour déterminer d'éventuelles responsabilités pénales. Qui interviennent dans un contexte de lutte pour la défense des droits humains au Sénégal. Ce 10 décembre est justement célébré ou a été célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Et le Sénégal doit faire beaucoup d'efforts en matière de respect des droits de l'homme. C'est en tout cas l'avis du président du Forum du justiciable, Boubacar Ba, qui estime que le Sénégal se trouve dans une pente glissante. Il a même envoyé une correspondance au commissaire en charge des droits de l'homme établi au Sénégal. Boubacar Ba est ici au micro de Fatou Ndiaye. Moi, je pense que l'État du Sénégal doit quand même faire des efforts en matière de respect des droits de l'homme. Bon, pour ne pas dire qu'aujourd'hui, que l'État du Sénégal est dans une pente extrêmement glissante en matière de respect des droits de l'homme. Et à titre d'exemple, je peux vous citer le cas des détenus dont leur maladie aujourd'hui est avérée, qui sont toujours maintenus en prison, qui sont toujours maintenus dans les liens de la détention. Et cela, parfois, malgré l'avis des experts médicaux, malgré l'avis des médecins assermentés, qui ont démontré que parfois ces détenus-là, leur état de santé est devenu incompatible avec le milieu carcéral. Donc malgré tout ça, ils sont toujours maintenus dans les prisons et nous savons que le droit à la santé, c'est un droit qui est reconnu. Donc où est la dignité humaine dans tout ça? Et je rappelle que l'État du Sénégal a pratiquement ratifié toutes les conventions internationales qui garantissent aujourd'hui la dignité humaine. Nous avons ratifié tous les instruments internationaux qui garantissent le droit à la santé. Mais malgré ça, ces personnes-là sont maintenues dans les prisons. Mais également, on a vu que l'État du Sénégal doit encore faire des efforts en matière de manifestation. Accorder davantage, permettre aujourd'hui à l'opposition de manifester. Récemment, on a vu quand le pouvoir organisait son terrain meeting, l'opposition voulait organiser un contre-terrain meeting. Mais on a vu que la manifestation a été interdite. Donc je pense que l'État du Sénégal, en matière de respect des droits de l'homme, doit encore faire des efforts. Et nous nous rendons à Ziguinchor pour cette fois-ci parler du pont Émile Badiane qui est dans un état de délabrement qui inquiète. Et ce sont les transporteurs, associations citoyennes et organisations locales qui parlent désormais d'une même voix pour exiger sa réflexion ou reconstruction. Entre dénonciation de la négligence de l'État, alerte sur les risques sécuritaires et appel à préserver un axe vital pour l'intégration sous-régionale, les acteurs du transport routier haussent le ton et préviennent. Laisser ce pont en l'état, c'est exposer le Sénégal et cette partie du Sénégal à un nouveau drame que personne ne voudrait revivre. C'est une correspondance à Ziguinchor de Moussando. Sur cette route frontalière, véritable axe sous-régional censé faciliter la circulation entre plusieurs pays, le pont Émile Badiane n'est plus qu'un vestige chancelant, un ouvrage si vétuste que les chauffeurs qui l'empruntent tous les jours retiennent leur souffle à chaque passage, conscients que franchir cet endroit relève désormais du courage ou de la chance, nous dit Ousmane Thiam alias Thiamas, le vice-président de la gare routière de Ziguinchor. Un pont Émile Badiane qui date depuis l'Antiquité, le pont est plus âgé que moi, un pont qui relie des pays différents de nôtre, la Guinée-Bissau, la Gambie, même la Guinée-Conakry. On a peur même de rallier le pont Émile Badiane au pont Tobor. Mais grâce à Dieu, chaque fois, nous prions pour vraiment faire nos voyages dans de très bonnes conditions. Les transporteurs ne veulent plus entendre parler d'études, de projets ou de planification. Pour eux, l'État a trop parlé et trop peu agi. Un discours fort partagé par les différentes composantes de la population. Le pont, disent-ils, n'est plus un chantier abandonné. C'est un symbole de négligence. La récréation terminée pour les promesses. Nous, transporteurs, nous lançons un grand cri de cœur à l'État du Sénégal pour
pour vraiment réaliser concrètement ce pont. Nous avons besoin d'un nouveau pont. Les promesses, il y en a trop. Face à la lassitude, les transporteurs changent de ton. Ils ne réclament plus, ils exigent avec ce cri de cœur adressé à la plus haute autorité de ce pays. Selon eux, ce projet est vital pour la sécurité des voyageurs, mais aussi pour l'intégration sous-régionale avec la Gambie, la Guinée-Bissau, voire la Guinée-Conakry. Pas mal de gouvernants qui sont passés, ils n'ont pas pu concrétiser ce pont Émile Badiane. Aujourd'hui, nos gouvernants, là présents, je veux nommer son Excellence, le président de la République du Sénégal, que les Sénégalais lancent un grand cri de cœur, plus particulièrement la sous-région, la Casamance. Réalisons ce pont pour vraiment sauver la population sénégalaise. Entre crainte quotidienne et fatigue des promesses, les transporteurs de Ziguinchor appellent à des actes concrets et immédiats. Ils préviennent, tant que le pont n'est pas reconstruit, le Sénégal n'est pas à l'abri d'une deuxième tragédie du Diola. Voilà, donc pour ce qui concerne l'actualité nationale, parlons à présent de l'actualité au plan mondial avec des journalistes se font tuer dans le monde entier. 111 journalistes ont perdu la vie en l'espace d'1 an. C'est ce que révèle la Fédération internationale des journalistes. Elle a publié son rapport annuel 2025, dans lequel rapport elle dresse un tableau particulièrement alarmant de l'état de la profession de journaliste dans le monde. Compte rendu Khalifa Babakafal. Le rapport annuel 2025 fait état de 111 journalistes tués par an, un chiffre qui met à nu les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels des médias. Une situation alarmante de la profession dans le monde entier. En haut de la liste, le Moyen-Orient s'illustre comme la région la plus meurtrière pour les journalistes, avec 69 décès, suivi de Gaza qui compte 51 journalistes tués. La Fédération internationale des journalistes, qui a publié le rapport, annonce que ces journalistes ont été victimes de bombardements, de tirs ciblés ou de violences en lien avec leurs activités. Arrive ensuite la région Asie-Pacifique avec un journaliste tué. En Europe, 10 journalistes ont trouvé la mort, principalement à cause de la guerre en Ukraine, où les reporters travaillent au cœur des combats. Sur le continent africain, 9 journalistes ont été tués, souvent dans des contextes de tensions politiques ou sécuritaires. Enfin, les Amériques, avec 8 décès, avec des attaques souvent qui touchent les journalistes d'investigation. Aujourd'hui, 500 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. La FIJ appelle une nouvelle fois les gouvernements et les institutions internationales à renforcer la protection des journalistes, à lutter contre l'impunité et garantir la liberté de la presse. Sport sur Africa 7. Et nous sommes avec un futur Marocain. Il s'appelle Alamine Senghor, puisque on est à quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans 10 jours exactement. Et justement, la liste des autres commandos, puisqu'on a un commando ici dans le studio, mais il y en aura d'autres, cette fois-ci, qui vont taper du ballon. Le commando du Sénégal qui se rendra au Maroc, on connaîtra les noms aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit, Birahim Touré. Donc je peux commencer à vous saluer la khalvas, comme on le dit en arabe, bien entendu Birahim Touré. Pape Thiaw. Bien sûr, Pape Thiaw va donc publier la liste des commandos qui vont représenter le Sénégal dès ce jeudi, puisque nous sommes à moins de 10 jours exacts avant le début de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Je rappelle donc qu'ils seront en tout cas chargés de reconquérir le titre continental. L'heure n'est pas pour l'instant définie, la forme aussi tout de même, parce que je vous explique, la Fédération sénégalaise de football n'a jusque-là pas communiqué sur la publication de la liste de Pape Thiaw, mais il est essentiel que la liste soit transmise aujourd'hui, dès ce jeudi, avant minuit, à la Confédération africaine de football. Nous suivrons de près cette information. Dès qu'il y a évolution, Birahim Touré, nous vous donnerons donc la liste des joueurs qui seront sélectionnés pour Pape Thiaw, pour en quelque sorte défendre les couleurs de la nation au Maroc 2025. Mais sachez que Ismaël Sarr s'est déjà rétabli, l'attaquant sénégalais évoluant à Crystal Palace, victime d'une blessure aux ischio-jambiers le 30 novembre, qui a mis en doute sa participation à la CAN. Maroc 2025 fera donc son retour dès ce week-end en Prime League en Angleterre. C'est une confirmation de Olivier Glasner, coach de Crystal Palace, le club que évolue Ismaël Sarr. Une bonne nouvelle pour Pape Thiaw et le Sénégal, Birahim Touré. Bonne nouvelle, donc un commando qui aura pour cible
la Dame Coupe d'Afrique des Nations que ce commando aura en charge de ramener au Sénégal. Alors parlons de la 6e ligue, ou plutôt de la 6e journée de la Ligue des Champions, bouclée hier soir. Les résultats d'hier et le classement à l'issue de cette Birahim Touré, hier, le Real Madrid s'est incliné face au Manchester City, 2-1, puisque, en tout cas, même si le Real recevait Manchester City au Santiago Bernabéu, victoire donc amère pour les Merengues. Parallèlement, le champion en titre en Europe, Paris Saint-Germain, a été donc retenu en échec par Athletic Bilbao. Match nul vierge, 0 but partout. Match nul entre le Borussia Dortmund et FK Bleu de Glimt, 2 buts partout. Arsenal a pris le dessus sur le club de Bruges, 3-0. Parallèlement, sachez que l'équipe de la Juve a défait donc Pafos 2-0. Même score entre Benfica et Napoli. Victoire en faveur donc de Benfica. Le Bayern Leverkusen et Newcastle se sont quittés 2-2. 2 buts partout. Ajax Amsterdam a défait l'équipe de Cara. Première victoire de Ajax. Villarreal de Pape Alassane Gueye s'est incliné 2-0 face à Copenhague. Le club de Pape Alassane Gueye est d'ailleurs éliminé pour cette Ligue des Champions. Je rappelle donc à l'issue de cette 6e journée, vous l'avez dit, Birahim Touré. Sachez que Arsenal occupe la première place de la Ligue des Champions pour l'instant avec 18 points au compteur d'affichage, suivi du Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain revient à la 3e position. Manchester City, Atalanta à Bergame ainsi que Inter Milan, Real Madrid et Atlético sont donc pour l'instant les 8 clubs qui sont donc à la tête du peloton, directement qualifiés pour les 16e de finale. Et de la 9e position à la 24e position, voici les équipes donc qui y sont. Liverpool, Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting. Barcelone occupe la 15e place. Marseille, donc la 16e place. La Juve, Galatasaray, AS Monaco, Bayern Leverkusen, le PSV Eindhoven, Carab, Napoli et Copenhague. Pour l'instant, il y a 3 équipes, dirait-on, qui sont déjà éliminées définitivement de cette compétition de la Ligue des Champions. Il s'agit donc de Ajax Amsterdam, Villarreal et Kairat qui, pour l'instant, ont donc 3 points ou 1 point. Et sachez que l'équipe du club de Bruges, Francfort, Olympiakos, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, Pafos et Benfica sont donc en tout cas, occupent les dernières places, dirait-on, de ce championnat. En attendant donc de voir peut-être les 2 journées, est-ce qu'ils réussiront à se relancer donc pour certainement donc jouer les barrages. Info à suivre. Mais sachez que pour finir cette page sportive, ce qui concerne le Women's Basketball de Liga Africa, l'AS Ville de Dakar a fait carton plein, puisque le club de la capitale a largement donc dominé Brave Heath hier donc et a enregistré une 3e victoire en phase de poule. Une victoire importantissime donc enregistrée hier par les jeunes filles qui représentent donc le basketball sénégalais. 88-45, c'est le score final, Birahim Touré. Voilà donc pour la page des sports. Merci Alamine Senghor. On va enchaîner tout de suite avec la une.